Bonjour tout le monde, merci d'être là. Cette semaine, nous recevons Romain d'Archaeotoys. Ça fut un honneur de pouvoir discuter avec lui. Restez jusqu'à la fin parce que Romain nous sort de délicieuses anecdotes autant sur les Tortues Ninja que le monde des jouets en général. Alors sur ce les amis, je vous souhaite un bon visionnement. Bonjour et bienvenue à Discutons des Tortues Ninja et aujourd'hui j'ai le plaisir de discuter avec Archaeotoys. Bonjour Romain, comment ça va? Salut Luc, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoute, ça va super bien. Parler des tortues, c'est une de mes passions dans la vie. Donc je suis ravi que tu m'aies convié sur ce format-là. Et bon, je sais que c'est l'après-midi chez toi, ici c'est le soir. Donc j'ai passé une belle journée et je la termine en apothéose en parlant entre passionnés. Donc ça peut caler bien. Bien, je suis vraiment honoré que tu sois là aujourd'hui et discuter ensemble. C'est vraiment c'est un rêve qui s'accomplit de pouvoir faire quelque chose ensemble. Ah bah écoute, j'espère que le rêve ne se transformera pas Un en autre cauchemar. chose. Mais moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à parler de ma passion et les tortues tiennent une place importante dans ma vie. Donc pouvoir rentrer un peu plus dans le détail que ce que j'ai l'habitude de faire avec des collectionneurs ou des nostalgiques lambda, c'est encore mieux. Ah, est-ce que tu veux te présenter à ceux peut-être qui ne te connaissent pas encore, même si tu es rendu à 100 000 et plus d'abonnés, il y a encore des gens qui ne te connaissent pas. Eh Euh, ben écoute, je les plains d'abord. Donc moi c'est Romain alias Archaeotoys, je suis sur YouTube depuis presque 10 ans maintenant et donc j'anime une chaîne dédiée à l'histoire du jouet, du produit dérivé et du divertissement en général. Je collectionne les jouets et les Tortues Ninja depuis une bonne vingtaine d'années, bientôt 30 même, on va dire 20 ans, comme ça j'ai l'impression d'être encore un peu jeune. Et du coup, bah, comme tu l'as dit, j'ai la chance de pouvoir réunir maintenant une communauté de un peu plus de 100 000 personnes, 100 000 francophones, avec quand même, je crois, 4% de Canadiens. Donc vous êtes au moins 4000 à regarder la chaîne et à venir de la belle province. Donc je suis d'autant plus ravi d'être avec toi aujourd'hui parce que le Archaeotoy, c'est vraiment une chaîne francophone au sens propre. Alors forcément, je suis français, donc je vais parler de la France en premier plan. Mais j'oublie pas qu'il y a aussi beaucoup de Belges, beaucoup de Suisses et beaucoup de Canadiens et même d'Acadiens d'ailleurs, ah de oui. gens en Louisiane qui suivent la chaîne et qui du coup bah, me permettent de m'enrichir parce que vous avez une vision de notre passion et de la nostalgie qui est forcément différente. Et c'est ce que j'essaye de faire avec Archaeotoys, de pas simplement être une chaîne de top de jouets les plus chers qu'on peut voir un peu partout, mais de creuser dans l'histoire du jouet et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que le jouet est un média, un médium en tant que tel, et surtout comment il réunit les gens. C'est aussi pour ça que j'ai lancé la chaîne à l'origine. C'est parce que je m'étais rendu compte que on peut être très différent, ne pas avoir la même couleur de peau, la même religion, les mêmes origines, le même continent, mais pourtant avoir des choses qu'on a au plus profond de nous en commun. Et bah, les Tortues Ninja en font partie. Étudier ces phénomènes mondiaux-là, forcément, bah, ça permet de réunir les gens et c'est ça qui me plaît. Donc voilà, abonnez-vous, mettez la cloche, n'hésitez pas. Archaeotoys, c'est 2 vidéos par semaine, les mercredis et dimanches. Et à chaque fois, normalement, si vous avez grandi au XXe siècle, bah, c'est tout autant d'histoires qui vous parleront ou pas. Mais j'essaye de faire ça de manière à ce que même quelqu'un qui, je sais pas, n'a jamais vu le Club Dorothée, tout simplement parce qu'il vit sur un autre continent, puisse comprendre pourquoi tous ses cousins français sont absolument accros à cette émission étrange. Voilà, j'essaye de donner des clés de compréhension avant tout. Ah, mais c'est vraiment parfait. Comme tu as dit, allez voir sa chaîne. Tous les liens ils seront en description juste en bas de la vidéo. Alors, si vous voulez aller vous abonner ou vous êtes curieux, vous voulez voir les vidéos
d'Archéotoys, bien, vous êtes le bienvenu sous sa chaîne. Puis en passant, n'oubliez pas de vous abonner aussi à Tortue Ninja Info. Évidemment, abonnez-vous à Tortue Ninja Info, mettez la cloche, lâchez votre meilleur pouce bleu et dites-nous en commentaire quelle était votre tortue préférée. Je- Normalement, on a le package là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et puis, on va commencer de parler de tortues. Toi, comment que t'as connu les Tortues Ninja? C'est-tu grâce à la Tortue Mania ou... Et oui, je pense que je fais partie de cette génération-là qui a vraiment été frappée par la Tortue Mania. Moi, je suis de 85, donc j'étais encore tout petit quand les tortues sont arrivées en France, aux alentours de 88-89. Et du coup, mes plus anciens souvenirs d'enfance, bah, c'est très souvent lié aux tortues. Et c'est, je pense aussi pour ça que ça nous a piqué et qu'on continue à ressentir cet affect-là pour la série, parce que j'ai aussi bien des souvenirs de ma grand-mère qui me tricote un pull Tortue Ninja sur un modèle fil d'art, que je crois que pour mes 6 ans, ma mère avait organisé une chasse au trésor, et le trésor, c'était des pièces Tortue Ninja. Donc les tortues m'ont toujours un peu suivi, et puis je crois que j'ai jamais vraiment cessé de collectionner les jouets. J'ai pas eu, même adolescent, je les ai pas mis au grenier, je les ai cachés quelque part dans ma chambre pour que ce soit pas trop visible. Ils étaient toujours, mes tortues étaient toujours à disposition. Et dans les années 2000, même un peu avant, je pense, aux alentours de 98-99, j'étais encore jeune, j'étais encore au collège, bah, j'ai commencé à aller sur les forums de discussion à l'époque pour trouver d'autres passionnés comme moi. Et bah, c'est là où j'ai découvert que c'était plus que de simples morceaux de plastique qui me renvoyaient à mon enfance, mais que c'était vraiment des choses, des objets qui réunissaient les gens. Alors, c'est vrai que c'était un peu ringard parfois les Tortues Ninja à la fin des années 90. Mais j'ai jamais vraiment décroché. Et puis, bah, quand je suis devenu jeune adulte, j'ai commencé à zioter un peu les brocantes et les sites d'enchères. Et bah, c'est là où j'ai commencé à amasser une belle collection. Là maintenant, je pense, j'ai presque fini, on va dire. C'est pas un full set parce qu'il y a des pièces que j'aurais jamais, du genre Scratch. Voilà, je vais pas vendre un rein ou Spot, pour ouais. choper Scratch ou Spot. Mais chaque pièce de ma collecte, le Technodrome, les égouts, ce genre de choses, bah, c'est aussi tout autant de pièces qui racontent un peu ma vie, puisque je sais que les égouts, je l'ai acheté quand j'ai eu tel travail, que je venais d'être embauché, je l'ai acheté avec mon premier salaire. Et voilà, ça me renvoie aussi à ma vie. Et c'est pas simplement des objets que je garde parce qu'un jour hein, ils vaudront cher. Euh, C'est pas ce type de Là, collectionneur, là. oui, ben non. Enfin, j'ai essayé hein, d'être un peu cynique et de collectionner des choses parce elles avaient une certaine valeur et qu'elles allaient prendre en valeur. Mais non, ça ne me correspond pas. Et ben je crois que le dernier très gros achat où vraiment j'avais acheté beaucoup trop de tortues pour être honnête, c'est lors de mon voyage aux États-Unis en 2020. Où là, j'avais fait vraiment une razzia dans un magasin de jouets vintage de Floride. Parce que malheureusement en Europe et spécifiquement en France, il y a quand même beaucoup de tortues qu'on trouve constamment et des mutants notamment qu'on trouve très peu, qui sont assez compliqués à trouver. Donc j'essaye surtout d'être malin, de pas me ruiner, quitte à attendre parfois très longtemps avant de mettre la main sur une pièce. Après, j'ai eu des coups de bol aussi. Bon, alors, ça, c'était il y a plus de 10 ans, parce que ce serait plus possible aujourd'hui. Mais le camion d'April O'Neil, par exemple, le fameux camion bleu qui est rarissime, je pense que je l'avais payé 40 euros Ouais, c'est pas cher. à l'époque. À l'époque, Ben c'était vraiment ouais. pas cher, les choses, hein. Et du coup, en plus, je m'étais dit, ah, quand même, 40 euros, quoi. Aujourd'hui, Ouais, au il était plus. pas complet, mais je m'étais dit, flûte, je mets 40 euros dans un jouet, ça fait un petit peu cher. Donc on va dire que maintenant j'ai quasiment terminé. Je pense pas que la collection de tortues évoluera beaucoup aujourd'hui, mais après on n'est jamais à l'abri de. J'ai eu beaucoup de chance aussi. Il y a quelques années, des amis ont décidé de me léguer
leurs jouets de leur vivant. Et donc ça m'avait permis de récupérer quand même pas mal de mutants aussi. Parce qu'il m'avait dit, bon, bah, de toute façon, c'est soit ça reste au grenier, donc ce sera mieux chez toi dans tes vitrines. Et j'avais trouvé ça hyper émouvant que, un peu comme dans Toy Story, tu vois, Ouais. il y a une forme de transmission de la tortue ninja à travers les âges pour que j'en prenne soin. Donc j'essaye au maximum de regarder toujours s'il n'y a pas des bonnes affaires. Mais bon, ça fait quand même très longtemps que j'ai pas acheté de tortue vintage. Et puis, toi, t'as quelle tortue que c'est ta préférée? Bah écoute, je les aime toutes très bien, mais je devais ressembler un peu à Michelangelo quand j'étais petit, puisque je pense qu'on me l'a offert 4 ou 5 fois. Au point que, à un de mes anniversaires, un copain m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit, ah bah une tortue ninja, mais surtout pas Michelangelo, j'en ai déjà plein. Et j'ai reçu Michelangelo. Donc c'était vraiment limite un running gag, quoi. Donc j'ai plusieurs Michelangelo d'époque que j'ai gardé. Mais ouais, je crois qu'aujourd'hui, je choisirais la sagesse et Leonardo, même si tout le monde préférait Raphaël. Mais je crois que c'est la facilité de préférer Raphaël. Mais Et pourquoi tu penses que le monde préférait Raphaël à cause de son ben parce indépendance? que voilà, c'est le bad boy. Mhm. Bon, pas tant dans les dessins animés que ça d'ailleurs, mais il avait cette image-là de no rules, tu vois. Il fait ce qu'il veut. Et puis, je crois que ses armes étaient cool. On savait pas trop. Moi, j'appelais ça des fourchettes quand Ouais, j'étais les petit. sailles, ouais. Les sailles. Et du coup, il y avait ce côté un peu mystérieux. Et puis, bah, je crois que le rouge, c'est aussi une couleur qui attire beaucoup les enfants. Ouais, ouais. Tout simplement. Mais justement, quand j'étais plus jeune, les sailles m'impressionnaient beaucoup parce que j'avais jamais vu ça jusqu'à à l'époque. Quand on a regardé des films d'arts martiaux, on voyait des katanas, on voyait des nunchakus, des bows, des bâtons, mais des sailles, c'était Ouais, très rare les qu'on sailles, voyait non, ça. pas beaucoup. Ouais. Oui, mais c'est vraiment. C'est pas l'arme de ninja qu'on voit le plus au cinéma. C'est peut-être pour cette originalité-là qui a rendu Raphaël aussi cool. Et moi, ouais, non, voilà, je devais être Michelangelo. Je devais aimer un peu trop les pizzas. Tu vois, donc les gens ne m'ont pas du tout associé à Raphaël. Puis, à part les tortues, as-tu d'autres personnages que tu préfères de la franchise, puis pourquoi? Bah écoute, j'aime beaucoup tout ce qui est mutant, les mutants du studio Mirage, typique de la vague 90-92. C'est vrai qu'après, il y a un peu moins de mutants et on a un peu plus de tortues au kilomètre. Mais j'aime beaucoup les mutants. Je crois que quand j'étais petit, je les trouvais déjà un peu punk. Tu vois, il y avait ce côté avec les sculptures où tu avais des micro-détails qui n'étaient pas toujours peints et compagnie. Je trouvais ça vraiment, vraiment chouette. Mais comme je te l'ai dit, en Europe, on les trouvait pas facilement. Bon, certains, on les trouve beaucoup, mais tout ce qui est Dirtbag, par exemple, ou ce type de personnage, je les ai rêvés longtemps. Parce que je les avais. Enfin, j'en ai acheté des Tortues Ninja par lot en brocante. J'ai acheté les collections complètes parfois. Mais c'est vraiment des personnages qui manquaient, qui étaient pas là. Donc ouais, je crois que j'avais compris que c'était un peu interdit, tu vois, ces mutants-là, que c'était pas très bien vu. Donc je les voulais, vraiment. Mais j'ai remarqué aussi que les figurines qui viennent d'Europe, les accessoires, ou même la figurine elle-même, ils ont quelques petites variations comparées à celles des Américains. Je trouve Ouais, ça quand même spécial. Comme mettons, je pense que c'était la grenouille, le Punk Frog, là, Napoléon, ouais, ben lui, Bonafrog. ouais, Bonafrog. Lui, je pense que ses armes étaient couleurs différentes de celles. Alors, je pense qu'on n'a pas eu exactement les mêmes vagues de sortie, et Mhm. puis bah, les usines changeaient régulièrement. Playmates, c'est aussi et avant tout une boîte hongkongaise Ouais. qui avait des centres de production un peu partout, pas qu'en Chine d'ailleurs. Et du coup, bah, on en a eu probablement moins que vous en Amérique du Nord en termes de quantité. Et c'est vrai que bah,
Nous, ça a été par vague. Peut-être si nous, on a eu 2 ou 3 vagues par personnage, c'est déjà beaucoup. Là où je pense qu'en Amérique du Nord, vous en avez eu 8 ou 9. Donc forcément, je pense que ce dont tu parles, c'est le Bonafrog avec les accessoires bleus. Mhm. Moi, je l'ai jamais vu autrement qu'avec ces accessoires bleus, soit en boutique ou en brocante, là où effectivement sur les groupes Facebook ou sur eBay, on voit des variations sortir. La manière dont ça a été commercialisé en France, mine de rien, c'est très différent de ce qu'on a pu connaître en Amérique du Nord, puisque chez nous, dans un premier temps, c'était la même boîte qui distribuait la console Nintendo. Donc, pour acheter les magasins pour pouvoir avoir des figurines Tortue Ninja qui se vendaient comme des petits pains devaient acheter des stocks entiers de NES. Et j'ai aussi souvenir de ça, tu vois, de rayons entiers avec aussi bien des consoles que les tortues. Et je pense que ça crée aussi le truc en mode ah oui, c'est pas simplement un petit rayon, quoi. T'avais vraiment des murs entiers de Tortue Ninja. Et curieusement, aujourd'hui c'est plus le cas, mais j'en ai trouvé en magasin jusqu'à très tard quand même. Je pense que jusqu'à 2003, 2004, Ah ouais. facile. Je suis tombé sur des invendus dans des Toys R Us ou dans des petits magasins de campagne. Ils avaient encore la dernière vague, tu sais, avec les cartes où tu as les visages des tortues derrière. Oui. Et à l'époque, c'est des blisters que j'ai ouverts en plus. Donc je regrette un petit peu d'avoir fait ça quand même si ça me permet d'avoir des tortues complètes. Je crois que le dernier que j'ai ouvert, c'était un Foot Clan. Et je regrette de ne pas au moins avoir gardé un blister de cette époque-là. Parce que j'avais dû payer ça peut-être 10 francs, quoi, l'équivalent de 1,50 €. Donc Ton foot, ça va faire 2 $. ton Foot Clan, Canadien? ton Foot Clan, est-ce que c'est celui-là qui est brillant, qui brille un peu? C'est celui-là qui est Non, non, c'est vraiment un Foot Clan tout normal? basique. Ok, ok, ok. Ouais, ouais. Et à l'époque, je voulais faire un army building et avoir une quinzaine de Foot Clan. Bon, on a Alors, toujours j'ai pensé à ça, jamais ouais. été au-delà de 5. C'est déjà pas mal, hein, 5 Oui, Foot Clan. Mais qui sait, peut-être qu'un jour je tomberai sur un lot incroyable ou peut-être que je finirai par acheter des rééditions. Mais c'est vrai que pour l'instant, les rééditions m'ont pas beaucoup intéressé. J'en ai pas acheté du tout. Peut-être que si c'est la période, je sais pas. Parce qu'il y a quelques années, je pense que j'aurais acheté absolument toutes les vagues de réédition. mais le, le En pack- belle. Comment? mais le packaging de l'époque, moi, en tout cas, personnellement, je le trouve vraiment plus magnifique à cette époque-là qu'aujourd'hui, le packaging. Je parle même pour les jouets en général. Le packaging était vraiment beau avec tous les dessins, Oui, les arts, il y là, avait vraiment les un illustrations. maximum de détails et je pense que ça, on l'a un peu perdu, mais c'est peut-être aussi parce que les enfants ne consomment plus les jouets de la même manière. Hum. Nous, on était capable de passer des heures de longues minutes, peut-être pas des heures, dans les rayons des magasins avant de choisir. Là où les enfants, tout simplement parce qu'on n'avait pas de catalogue, tu vois, on savait pas que Playmates, Bandai ou autres pouvaient proposer. Alors qu'aujourd'hui, les enfants font leur choix directement sur Internet, ils savent à peu près ce qu'ils veulent. Et soit on le commande, soit on va en magasin et on sait ce qu'on veut. Mais effectivement, ce mur de briques avec et même les illustrations, je les trouvais un peu punk. Tu vois, bah, en Europe, on n'a pas eu exactement les mêmes que les vôtres, puisque vous aviez la chance d'avoir des illustrations dédiées à chaque figurine, là où nous, on avait une illustration générique pour toutes. Mais j'ai le souvenir de mon Ace Duck, je pense. Le dessin sur le blister m'avait mystifié. Je trouvais ça incroyable. Et je pense que je l'ai dessiné beaucoup d'ailleurs, Mhm. ce personnage quand j'étais petit. Après, j'essaye de ne jamais être passéiste. J'ai rien contre la nostalgie. C'était mieux avant, j'ai un peu de mal à y croire. Mais effectivement, sur les tortues, ça nous renvoie à une époque où la moitié d'un magasin de jouets pouvait être rempli d'un seul produit et ça se vendait quand même. Aujourd'hui, ce serait plus possible. Ben, c'est sûr. Ben,
Moi, je parle comme le musclor, les dessins, c'était vraiment. Si aujourd'hui, il essaierait de vendre de la figurine musclor, je pense pas qu'il ferait la même chose que dans le passé avec toutes les grosses illustrations du Et je château. pense aussi que c'est un problème de budget, Mhm. parce que mine de rien, l'industrie du jouet était vraiment monumentale dans les années 80. On a vraiment connu l'âge d'or du jouet, on peut dire ça comme ça. Les bénéfices étaient beaucoup plus hauts, puisque les sous-traitants travaillaient quand même pour vraiment, vraiment pas cher. Là aujourd'hui, le salaire moyen chinois est pas très très loin du salaire moyen espagnol, par exemple. Mhm. Donc c'est plus vraiment la même chose. Et puis, bah, mine de rien, les marques de jouets pouvaient tout se permettre. Pour parler de Musclor, j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps que Mattel France à l'époque, donc même pas Mattel Europe, juste la branche Mattel France, n'hésitait pas à amener ses clients, donc les acheteurs des grandes surfaces par exemple, il les emmenait en croisière une semaine ou 10 jours en Égypte, aux États-Unis, dans les Caraïbes, pour les convaincre d'acheter des Musclor. Wow. Donc ça laisse imaginer les marges qui pouvaient faire, tu vois, emmener 70 personnes en croisière sur un paquebot, non, c'est un voilier 3 étoiles, le windsurf, je crois que s'appelle le bateau, il existe toujours. Ce serait totalement impensable aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Les marges ont vraiment baissé. Il y a aussi beaucoup moins de magasins qui sont en capacité de vendre du jouet. Je crois que quand Toys R Us a fermé, ils ont quasiment le chiffre d'affaires global du jouet dans le monde a perdu 15%. Donc on consomme aussi moins de jouets, les enfants jouent moins longtemps parce qu'il y a d'autres activités. On a les tablettes, on a Internet, Bon. C'est on a ça. plein de trucs. Tu, Mais tu, je tu offres préfère me... mais si tu offres une figurine ou une tablette à un enfant, c'est sûr qu'il va choisir la tablette. C'est très rare qu'il va pouvoir choisir la figurine pour jouer. Bah, ça dépend, je pense que c'est une question d'éducation. Et puis, Mhm. je suis pas sûr que ce soit tant les enfants qui soient... Alors, ils sont forcément demandeurs, mais ils sont dépendants de notre porte-monnaie. Je Oui. pense que c'est aussi une solution de facilité, tu vois. Tu laisses ton enfant avec des tortues ninja, bon, je sais pas, il va peut-être finir par les lancer sur sa petite sœur ou casser une fenêtre Ok. en faisant le ninja. Quand tu lui donnes une tablette, tu sais qu'il va rester assis pendant 2 heures, un peu en mode zombie, et puis toi, tu peux vaquer à tes occupations. Ouais, ouais, c'est Donc, vrai. c'est un peu ambivalent comme situation. OK. Euh, pour revenir avec les personnages, est-ce que tu as des personnages que tu détestes ou que tu n'aimes pas du tout dans les Tortues Ninja? Ah bah écoute, bonne question. Je sais que j'aimais pas du tout, mince, j'ai oublié leur nom, les petits extraterrestres qu'on voit dans la saison 4, je crois. Ah, les extraterrestres avec les oreilles pointues. Ah, ok, ouais, les Les, neutrinos. Les neutrinos, c'est ça? les neutrinos, bah, exactement. Alors je pense aussi, c'est parce que en France, c'est la chaîne France 3 qui diffusait beaucoup les Tortues Ninja. Et parfois, même souvent, c'était les mêmes épisodes en boucle Ah, ok. pendant 3, 4, 6 mois. Et les épisodes des Neutrinos, je les ai trop vus, je pense. Et d'ailleurs, c'est un peu dommage puisque les dernières saisons, par exemple, n'ont été diffusées qu'une seule fois et elles sont très très compliquées à trouver en français aujourd'hui. Donc je peux pas dire qu'il y a des personnages que je déteste, mais les Neutrinos, ouais, étaient quand même un peu horripilants en figurine. Et pareil, je crois que c'est parce que je les ai trop vus. C'est les Wacky Action Ok. de la série 2 plus ou moins, là, quand ils ont commencé à faire plein de tortues bizarres. Et ça, pareil, j'en ai trouvé, mais j'en ai trouvé des sacs entiers. Et je voulais tout sauf ça, en fait. Et à un moment, je ne tombais que là-dessus. Mais c'est aussi, enfin, c'est aussi intéressant de voir que c'est le système de distribution qui fait qu'au final, c'est un peu toujours les mêmes jouets que tu vas tomber en fonction de là où t'es, en fait. Mhm. Ben, moi, c'est justement, les Wacky Action,
ma première tortue, c'est Michelangelo en Wacky Action, avec la langue Ah! sortie. C'est fut ma première figurine que ma mère m'a achetée. Et je crois que moi, j'avais le Donatello qui nage, Oui, oui. et il a rouillé très vite. Donc, il a plus marché très rapidement. Pour un jouet qui nage, c'est un peu dommage. Il est rendu en chaise roulante maintenant aujourd'hui. Oui, mais je pense je l'ai toujours, hein, puisque j'ai gardé mes jouets d'enfance, j'en ai juste rajouté beaucoup d'autres. Mais effectivement, il doit pas être dans les vitrines, celui-là. Euh, quelle figurine t'avais à l'époque? Est-ce que t'avais toute la gamme qui était proposée ou tu en avais juste quelques-unes à cette époque? Non, 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 non. J'en avais pas beaucoup. J'avais surtout des Michelangelo, Oui, du c'est coup. vrai, comme tu as dit. Beaucoup trop de Michelangelo. Et en fait, j'ai souvenir, enfin, c'est pour la blague, j'ai souvenir du blimp, le dirigeable, Ah oui, le dirigeable. que j'avais vu chez un copain avec qui j'allais à la piscine. Et du coup, je m'arrangeais pour qu'on passe chez lui avant ou après pour pouvoir voir son dirigeable que je trouvais incroyable. Et c'était des jouets qui valaient 500 francs pièce à l'époque. Donc oui, non, c'était pas du tout l'idée que mes parents dépensent autant pour un jouet. Mhm. Donc non, j'avais pas énormément de Tortues Ninja. Mais en fait, j'avais tendance à mélanger les licences quand je jouais. J'étais pas monophasé. Faisais des J'aimais crossovers, beaucoup en fait. les. Voilà, notamment avec les Ghostbusters. Oui, oui, je me rappelle. J'appréciais énormément les Ghostbusters. D'ailleurs, j'ai toujours mon Venkman d'enfance qui doit être. Bah, tu vois, il est pas loin. Il est juste là. Ah, Wow! c'est pas pire, ton laser, il est pas Euh, cassé. L'habitude, ça casse tout le temps. Eh non, bah alors, comment, il est cassé de l'autre côté. Ok. Mais effectivement, c'est mon Venkman que j'ai eu étant petit. Et j'étais très fier d'avoir gardé le Proton Pack, Mhm. contrairement à la plupart de mes cousins et des autres enfants que je connaissais. As-tu un univers que tu aimes le plus dans les tortues ou t'aimes tous les univers confondus des Tortues Ninja? Oh, bah, je dirais que par nostalgie, j'aime beaucoup les premières saisons du dessin animé. Par chauvinisme, en tant que franco-français, j'aime beaucoup la demi-saison qui se passe à Paris, même si c'est loin d'être les épisodes les plus incroyables. Sachant que j'ai fait pas mal de recherches aussi pour comprendre comment est-ce que on en était venu à avoir une saison produite chez nous à Angoulême, donc qui est pas une très grande ville en plus, hein. C'était loin d'être un très grand studio, le studio IDDH. Et je ne sais pas si tu le sais, mais en France, grâce à cette demi-saison produite chez nous, les Tortues Ninja étaient considérées par l'État comme étant une série française. Et c'est ça qui a permis des multiples rediffusions, c'est que ça leur permettait d'atteindre les quotas d'œuvres françaises avec quand même un dessin animé un peu cool qui étaient les Tortues. Après, bon, j'aime bien tout, j'aime beaucoup les comics d'Archie Comics bon, qui étaient diffusés chez nous dans Tortue Ninja Magazine, Oui, oui, oui. qui était pas un très beau magazine, avouons-le maintenant. Le papier faisait un peu papier toilette, tu vois, c'était un papier un peu rugueux, pas très agréable au toucher. Et ça coûtait cher. J'ai souvenir que mon père grognait, tu vois, quand je demandais à avoir ce magazine-là, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pages. Et puis, ça devait être peut-être. Ouais, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était au moins 20 francs. Et, et j'ai vraiment enfin, ce qui m'a vraiment fait recraquer il y a quelques années, c'est la sortie des Tortues Ninja Movie par NECA, Mhm. que j'aime beaucoup pour le coup. Bon, qui est quand même très différent, mais le film des Tortues, le premier et le deuxième film, sont restés très chers à mon cœur, et c'est vraiment, je pense, la première fois où je me suis dit, ok, je vais acheter autre chose que des figurines vintage. Et bon, on le voit pas maintenant, mais dans la pièce à côté, il y a, je sais pas moi,
Un meuble avec 18 étages où c'est que des NECA de différentes, de différentes Franchise. licences. Et la moitié, c'est des tortues, je pense. Parce que j'ai craqué après sur les Super Seven. Bon, là, je me suis calmé un petit peu, puisque le problème en Europe, c'est que c'est des figurines qui sont extrêmement chères. Pour te donner une idée, les Super Seven, on les trouve entre 60 et 150 euros peut-être. Donc faut être vraiment motivé. Et j'ai un copain qui a pris par exemple le Party Wagon de chez Super Seven. Oui, Ça lui est revenu à 900 euros quoi. oui, c'est beaucoup d'argent. Avec les frais de port. Oui, donc je me suis un peu calmé quand même. C'est aussi un problème de place, Oui, oui. clairement. Et la dernière belle pièce de chez NECA que j'ai dû prendre, ça devait être le camion, le Party Wagon, mais Ah version oui. NECA pour le coup. Oui, je pense que tu as fait une vidéo là-dessus. Je pense que tu l'avais. Oui, j'avais fait un shorts parce que j'étais très très content de les avoir chopés. Et puis on l'a attendu longtemps quand même, ce camion-là. Je me ferai peut-être un jour un diorama géant, puisque j'avais aussi craqué sur les immeubles, Ah les oui, les immeubles. displays NECA, et j'en avais acheté deux. Donc c'est pour te dire à quel point je suis un peu zinzin. Sauf que c'est extrêmement grand, donc il y en a un dans mon salon, et puis il y en a un qui est dans la pièce à côté, mais qui me sert pour les unboxings, pour avoir un Oui, petit oui. décor derrière. Et il faudra que je lui trouve une place définitive un jour, puisque bon, c'est quand même des belles pièces. Puis j'avais un peu craqué mon slip quand même sur ce coup-là. Mais Il était un peu moins cher que ce qu'il est maintenant quand même. je trouve que les NECA, ils réussissent quand même bien à reproduire les personnages des films. La seule chose que je trouve négatif en parlant des figurines NECA, c'est les articulations. Il faut être prudent aux articulations Bah, parce que des ça fois, tu casse peux. de peur, hein. Ah oui. Le nombre de NECA, alors pas trop en tortue, et encore, je crois, hein, mais le nombre de NECA que j'ai pu casser en les ouvrant. Donc t'as même pas encore eu ta figurine dans les mains, que t'as déjà une jambe avec un picot qui est vraiment scié à ras-bord. Donc tu sais que tu pourras pas la recoller comme tu veux, il faut percer. Avant même d'avoir fini mon unboxing, le truc est déjà galère. Donc oui, le NECA fait du beau travail de sculpture. Oui. Après, comme ils l'ont dit eux-mêmes, ils ne font pas des figurines faites pour durer. Et je crois que c'est un peu un problème. Mais c'est avant tout un industriel. C'est pas des fans. Non. Faut pas l'oublier. Et qui sait, peut-être dans 10 ou 15 ans, ce sera le sujet d'une vidéo Archeo Toys. Oui, ça se peut très bien. Les Les dessous, secrets de NECA. ouais, les dessous NECA, ouais. Mais déjà, le fait que j'avais découvert en creusant un peu que le propriétaire de NECA possède aussi la maison d'Elvis Presley. Ah ouais. En fait, ça te fait comprendre que c'est un peu comme Funko, quoi. C'est des gens qui sont là avant tout pour Ah, euh, on va dire, exploiter des licences, ah oui. peut-être aussi exploiter nos porte-monnaies, mais ils sont pas très très doux avec les fans européens. Et oui, je pense qu'on les paye peut-être 30 ou 50% de plus que vous quand même. Bien, c'est pour ça que ben, c'est un peu comme Viacom qui a acheté la franchise des Tortues Ninja. Avant tout, c'est Ouais. une industrie qui est là pour profiter de la licence. C'est pas des fans Bah, il qui ont faut acheté pas ça. oublier, enfin, heureusement en fait, parce que des fans qui font ça pour les fans, ils se plantent en fait. Ben, c'est souvent du fan Et service, hein, puis à un moment donné, mais ça devient redondant. C'est pas une, ça devient pas une histoire oui, solide. voilà. Tu sais. Ben, bon, c'est des industriels, tout comme l'était Playmates, hein. Oh, oui, Le même chose. Playmates est loin d'être tout rose dans son histoire. Et faut l'accepter. Mm, En fait, tout simplement, c'est pas grave. C'est à nous, les clients, de faire nos choix. ouais. Et puis, effectivement, j'ai pas acheté beaucoup de Tortues NECA ces derniers mois. Je pense qu'ils s'en remettront. Je me suis demandé si j'allais pas recevoir le playset des égouts avec une erreur d'adressage, comme certains l'ont reçu. J'ai attendu devant ma boîte aux lettres, mais non. Je, je n'aurai pas des égouts pour le moment. Et je trouve que les tarifs sont devenus un peu délirants aussi, quoi. Ouais, ouais. C'est sûr que même, je pense, chez vous, lorsque tu reçois un colis d'outre-mer, tu as vraiment des taxes, des frais de port à payer Oui, qui ben, sont en exorbitants. fait, on doit payer la TVA en plus. Donc, je sais pas s'il y a des sales tax au Canada, mais on doit rajouter 20%.
Et en plus, il y a 4% de douane, donc ça veut dire que tu dois rajouter un bon quart du prix de ce que tu as déjà payé. Ça peut être, ça peut être un peu fatigant quand tu commandes sur le NECA Store, mais tu as aussi des super boutiques indépendantes qui proposent des figurines NECA comme elles le peuvent. Après, il faut aussi se dire que les fabricants achètent leurs licences, mais qu'elles sont localisées. Parfois, ils ne prennent pas les licences mondiales. Par exemple, sur la gamme Gargoyles de chez NECA, on les a pas eues officiellement, parce Ok. qu'ils n'avaient pas pris la licence pour l'Europe. Donc on était obligé de les acheter à vil prix. Je sais plus combien j'ai payé le mien, mais c'était vraiment abusé. Donc au lieu de me prendre tous les gargoyles, bah, j'en ai pris qu'un, quoi. Mhm. C'est bon. Ok. Et je pense qu'il m'en a coûté peut-être deux et demi. Tu vois, si j'étais parti aux États-Unis pour aller dans un Target, quoi. Mais c'est peut-être pour ça, des fois, qu'on peut retrouver des figurines de NECA sur des AliExpress qui sont pas des bootlegs, mais qui puissent réussir à toucher à Ouais, mais plusieurs je régions. pense que c'est le. Alors, j'ai fait l'expérience puisque beaucoup de gens se posent la question de ce qu'on. Alors, il y a des bootlegs Oui, il y a des qu'on peut bootlegs. reconnaître assez facilement. Oui, oui. Le paint job est un peu inférieur, mais je pense qu'on a eu aussi sur ces plateformes-là, les plateformes chinoises, beaucoup de rebut du contrôle qualité. Oui, oui. NECA reste assez drastique, enfin peut-être un peu moins maintenant, puisque c'est vrai qu'on voit aussi pas mal d'erreurs d'usine en ce moment. Mais Rocksteady et Bebop, par exemple, quand j'ai voulu me les prendre, ils étaient peut-être à 250 € les deux. C'était absolument impossible de les choper. J'avais été voir sur AliExpress et j'en avais pris une paire pour voir ce que ça donnait. Et au final, c'est des vrais, mais ils louchent. Oui, oui, j'ai les mêmes aussi. J'ai donc bon, j'ai fini par repeindre les yeux, Mhm. Ils fatiguent c'est trop. un peu plus joli, mais je pense qu'il se tire une petite balle dans le pied en faisant ça. Ouais. Ça vient aussi du fait que jusqu'à aujourd'hui, pour l'instant, la collection de jouets est quand même beaucoup moins normalisée en Europe que chez vous en Amérique du Nord. Je sais que quand, je sais pas, de nouvelles figurines Star Wars peuvent sortir, on en parle dans les journaux télé américains. Chez nous, c'est impensable. Mhm. Ou alors, au mieux, il va y avoir un reportage sur le fait qu'aux États-Unis, on en parle dans les JT, mais chez nous, c'est pas une actualité. En tout cas, pas encore. Je nous le souhaite. Comme tantôt, tu parlais justement des figurines du film. Est-ce que toi, tu as vu tous les films des Tortues Ninja? Et Oui, lequel est ton évidemment. préféré? Le un, le premier, qui est probablement celui le plus brut. J'étais petit hein, quand je l'ai vu, je pense que j'ai dû le voir à 6 ou 7 ans, Ah ouais. mais j'ai vraiment souvenir que c'était un événement. Euh, un de mes oncles, qui doit avoir 20 ans de plus que moi, je pense, je le revois m'en parler, tu vois, en mode ah mais ça a l'air trop bien, on voit pas beaucoup les tortues parce que les costumes, il fait trop chaud dedans et compagnie. C'était un sujet à table. Tu OK. vois, au moment de la sortie du film, le 2 est excellent, hein, j'aime beaucoup le 2 aussi. Et bon, même si beaucoup de gens aiment taper dessus, le 3 reste relativement Il y a un, honnête pour l'époque. il y a un C'est bon un bon scénario. film pour enfants. Je trouve qu'il y a un bon scénario de l'histoire de voyage dans le temps, mais Oui, ça aurait mais dû être mieux exploité, là, mais c'était quand même bien comme oui, et histoire. puis on va dire que c'est un excellent retour vers le futur. Ouais. Un film Tortue Ninja, je sais pas trop, mais je me souviens, moi, l'avoir aimé. Beaucoup de gens de mon âge à l'époque l'avaient trouvé déjà un peu tiré par les cheveux, on va dire ça comme ça. Mhm. Peut-être qu'on attendait quelque chose de différent aussi, tout Ouais. simplement. Et j'ai beaucoup aimé le film de 2012, qui, à mon sens, revenait un petit peu à l'essence du truc. Tu parles des films de Michael Bay, c'est Euh, ça, qui est sorti en 2000. alors non, non, je te parle du film d'animation Ah, en en 3D. 2007. 2007, À ouais. 2007, ah bah tu vois, c'est encore plus vieux que Ouais, ça. Team Impact. J'avais vraiment apprécié, et pourtant à l'époque j'avais déjà, oui, plus de 20 ans. J'avais apprécié la fraîcheur du truc Oui. et j'aurais aimé voir une série télé un peu plus punchy dans ce style-là, même si les figurines, pour le coup, étaient pas folles folles. Mhm. Elles font vraiment très plastique. Et
Probablement que NECA le fera peut-être un jour, hein, D'accord. le jour où ils sortiront des tortues un peu classe de ce film-là, je pense que je craquerai pour un petit set. Mais je sais que les figurines, d'après une vidéo de Pixel Dan, ils disent comme quoi qu'ils peuvent plus reproduire ces figurines-là parce qu'ils ont Ah oui. les moules ont disparu, ont passé au feu, je pense, dans un endroit Mhm. où ils les inséraient. Fait que là, Bah, là, ce serait plutôt une version NECA, tu vois, une version ouais, modernisée, ouais, ouais. pas forcément une simple réédition. Et puis bon, on va pas trop plaindre Playmates. Je pense qu'ils sont en capacité de surmouler des Ouais, figurines et, si les fans euh, sont et de pas capables de le faire. recycler des moules. Ouais, si Oui, les fans sont capables de le faire eux aussi, là. mais effectivement, un moule d'injection, ça coûte relativement cher. Mm. Et peut-être qu'ils n'ont pas un demi-million de dollars à claquer là-dedans en n'étant pas sûr qu'il y ait des vrais fans. Ben, c'est ça. Mais je crois que j'aime presque toutes les tortues, en fait. Ok. Elles sont, tu vois, même la version Michael Bay, bon, qu'est-ce qu'elle est? Je crois que c'est une version qui va relativement bien avec son époque. Mhm. Alors, elles sont musclées, on nous avait annoncé les tortues extraterrestres, Ouais, ouais. mais est-ce que c'est plus ridicule que des tortues qui se transforment, tu vois, comme on a pu les avoir avec les versions Playmates ou les versions Haïm Saban? On crache beaucoup sur la version Haïm Saban. Bon, la Vénus de Milo est pas incroyable, on va dire. Mais l'idée quand même Mais de cinq tortues, d'une tortue qui vient d'ailleurs, oui, t'es quand même bien comme histoire. Et- c'était très chouette. J'aurais bien, bon, j'en ai entendu parler des années plus tard, mais le fameux quatrième film où les oui, oui. tortues devaient avoir un cinquième larron, se transformer en espèce de Kirby, ouais. simili-dinosaure, je pense que ça aurait été le pire film des Ouais, Tortues Ninja pour le ouais. coup. Quand tu lis un peu le scénar, ça donne envie, hein, mais vu les moyens de Les l'époque, moyens de vu l'époque, l'échec là. du 3 et compagnie, je pense qu'on n'aurait pas eu un Jurassic Park, hein. On Non. aurait eu un Rex et moi, ou Mais je sais un aussi nanar pas qu'il y possible. avait le quatrième film, mais c'est pour ça que ça a dérivé en histoire, en Next Mutation, la série. C'est qu'il Oui. y avait une tortue qui était supposée devenir, soit je pense, d'un monde parallèle ou d'un futur. Lui, il avait quatre Et doigts au lieu de trois. Il s'appelait Kirby. Euh, oui, il s'appelait Kirby, ouais. ouais. On a quelques. Alors, en Quelques plus, designs, mais ils avaient annoncé le film assez tôt, donc je pense qu'ils essayaient de se convaincre. Et puis bah, c'est là où on a la trahison entre les deux auteurs, où je pense que c'est aussi probablement un jalon de l'histoire des tortues. Eastman et Laird ont quand même mis presque 20 ans avant de recollaborer. ouais, Puis bah, on sent reparler qu'il y a ensemble. Ouais. il Mais y a, il y a pas beaucoup d'émotions quand ils sont l'un face à l'autre. Donc Je pense que je c'est la goutte qui a débordé le vase, l'histoire de la oui, cinquième mais tortue. c'est c'était, enfin voilà, les tortues, c'est un produit de son époque. C'est aussi le cas pour la relation Eastman-Laird. C'est compliqué parfois de détricoter leur histoire personnelle. Et c'est peut-être aussi pour ça que les Tortues Ninja parlent autant à autant de monde différent. C'est parce que les auteurs sont vraiment extrêmement distincts l'un de l'autre. Ah oui, c'est le yin Ils et sont le pas de la même yang, eux autres. Hein. génération C'est le yin et le yang. complètement. Ouais, On a Laird qui continuait à vivre dans sa petite maison en mode tranquille, et puis on a Eastman qui roulait en en voiture de tank. sport et qui rachetait des magazines à tire-larigot. Ouais. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on les aime autant. Et ouais, il y a quelque chose de presque organique dans l'évolution des différentes œuvres. Alors je parle pas que des films. Non, non, oui. Mais tu vois, j'ai pas été dérangé. Beaucoup de gens ont grogné sur le dernier film, par exemple. Oui, en 2023. Moi, Hein. j'ai adoré le film de 2023. J'ai adoré la version Netflix aussi. Mhm. Euh, Parce que je pense que pour qu'une histoire se transmette, il faut qu'elle évolue. Sinon, tu vois, c'est Tintin, quoi. Mhm. L'auteur meurt et puis bah, on relit les mêmes albums pendant 50 ans. Ben oui. Et aujourd'hui, les fans de Tintin, ils ont tous 70 ans, ils sont notaires, quoi. Mhm. Ils se ressemblent tous, tu vois. Ouais, ouais. Alors que sur les Tortues Ninja, ça m'arrive d'en discuter avec mes neveux qui ont 8 ans. Et c'est Mhm. trop cool de pouvoir avoir
j'ai eu l'impression d'être un peu un vieux sage, d'être un peu Splinter, tu vois. Quand j'ai conseillé à mon neveu de 8 ans de regarder le premier film, qui pour lui, du coup, est un film des années 90, donc c'est presque la préhistoire. Même son père était pas né, mais c'est un truc de dingue. Et voir sa tête ensuite quand il l'a vu, c'était trop bien. Enfin, mais cette transmission-là, elle peut se faire que s'il y a des différences entre ses tortues à lui et les miennes. Mhm. Et j'espère que les tortues, et via les films et via les séries, continueront d'évoluer au fur et à mesure. J'étais pas hyper fan des tortues avec des pouvoirs magiques, Non. et ça a plu à une certaine frange de la Ah oui. jeunesse. Ah oui, c'est ça. Tout comme j'étais pas hyper fan de la version japonaise en mode Sentai, Power Ranger, Oui, en effet. vas-y, on est les Super Turtles. Et pourtant, bah, voilà, ça fait partie de l'histoire des Tortues Ninja, c'est ça qui les rend aussi denses, et c'est pas plus ridicule que Michelangelo sur un tracteur, quoi. Il faut se dire aussi que c'est un multivers. Fait que c'est comme si Oui, on rencontre l'histoire d'un autre univers des tortues mais le téléfilm, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, ou Turtle Forever, tu parles? ouais, Turtle Forever était vraiment excellent pour ça. Ben oui, avec tous Ça, les écrans qui montrent avec toutes les franchises des tortues de et différentes. c'était, enfin, moi, quand je l'ai vu, ça m'a mis une claque. C'est là où je me suis dit: «Bah oui, ça sert à rien de grogner, en fait». Tu auras Ouais. toujours des types qui vont dire: «Ouais, mais moi, je lisais des comics en 84, ça a vraiment trop changé, le dessin animé». Puis tu ceux qui vont dire: «Ah mon Dieu, mais April O'Neil ne porte plus sa combinaison, jaune». Bah oui, mais c'est le fruit de son époque, l'époque évolue. Alors on peut continuer à ressucer le même bonbon, mais au bout d'un moment, il aura plus de goût, quoi. Bien, ça me fait penser, je sais pas si tu avais vu le film en anglais, ça s'appelle The One avec Jet Li. Il se promène dans des différents univers. Si, Puis il ça y a me dit quelque chose, ouais. plusieurs personnes Jet Li. Il y en a un qui est gay, l'autre il travaille dans d'autres. Mais c'est tout le même personnage, mais de différentes altérations. Puis un peu les Tortues Ninja, c'est un peu ça. Il peut y avoir dans un univers un April qui est noir avec Mais des tortues différentes. Un autre, c'est les en mirages. Tu sais, c'est tout En fait, je pense différent. que c'est le propre de toutes les grandes œuvres littéraires. Mhm. Alors bon, est-ce que les Tortues Ninja sont une grande œuvre littéraire? C'est sujet à débat. Mais si on prend par exemple les légendes autour du Graal, tu vois, Mhm. il y a quasiment 700 ans de légendes autour du Graal qui ont évolué. Alors il y a des continuations de Chrétien de Troyes, t'as des trucs où ça se croise, où ah bah non mais tel personnage était mort chez tel auteur et compagnie. Mhm. C'est pas grave. L'idée c'est surtout que cette matière-là, tu vois, donne envie à des gens de continuer à faire vivre l'œuvre et pas simplement de la laisser dans un Oui. coin et de ne plus la lire en fait. Mais c'est Complètement. ça, Euh, les nouvelles franchises peuvent faire en sorte que la nouvelle génération tente d'aller voir le début, comment tout a commencé et tout. Oui, et- pour et- comprendre tel détail, pourquoi est-ce que Raphaël est toujours de mauvaise humeur? Tu vois, ce genre de choses. Et puis c'est aussi ça qui va permettre, in fine, de passer du statut d'œuvre commerciale, publicitaire, donc ce qui est un peu le niveau zéro, hein, Mhm. à une véritable œuvre d'art. Je suis pas sûr que les différentes séries ou même jouets des Tortues Ninja peuvent être considérés comme des œuvres d'art, mais ce qui est sûr, c'est que si tu prends toute la matière autour des Tortues Ninja, bah, clairement ça l'est, parce que Mhm. ça se nourrit les uns des autres. C'est sûr que si tu prends la VHS Blue Line qu'on n'a pas eu nous en France, bah, et que tu vois ça et qu'on te dit bah c'est ça le film des Tortues Ninja, tu vas me dire bah attends mais c'est horrible, Oui, oui. plus jamais voir. Et Et puis, pourtant bah à côté de ça tu peux voir le- les, le- les, les... en plus, le méchant dans Blue Line, là, il est complètement déjanté, il est complètement Mais stupide, là. c'est oui et puis tu sens enfin surtout il obéit probablement au réalisateur, Ben hein, oui, je bien pense sûr, que c'est ce sûr. pauvre acteur n'a rien cherché, Ben, c'est ça. mais c'est vraiment un truc fait à la va-vite. Bonjour les gens de chez Playmates, on voudrait utiliser vos personnages. Bah ça tombe bien, on a des costumes. Par contre, ils ouvrent pas la bouche. Mhm. OK, bon, le fait qu'ils utilisent un props qui vient de Ghostbusters 2, pareil, c'est incroyable. Et on part d'un truc complètement nanardesque, un peu nul, et pourtant qui raconte
à la fois l'histoire de Los Angeles. Mhm. C'est assez rigolo parce que de mon point de vue en tout cas, le méchant c'est Donald Trump. Non, c'est Elon Musk qui veut pas de transport en commun en fait pour pouvoir vendre des voitures. C'est plus ou moins ça quoi. Donc ça va au-delà de la simple ah bah vas-y c'est une VHS pour enfants qu'on va distribuer à tout le monde. T'as vu c'est moche. Ouais, puis c'était pour promouvoir, je pense, une ligne de métro. Je pense que Oui, c'était oui, pour. c'était pour l'ouverture de la nouvelle ligne de métro, mais le méchant, il est contre les transports en Oui, commun oui, parce qu'il oui, aime oui. la pollution. Oui, c'est ça. Et mine de rien, quand on connaît les difficultés qu'ont les Américains à pouvoir construire des trains et des transports en commun, bah, pour nous en France, c'est impensable. On a des bus, des tramways, des trains absolument partout, même si on grogne beaucoup sur le fait que souvent ils arrivent en retard. Mais au moins on en a. Là, C'est tu ça. te dis, Los Angeles, qui est pourtant une des villes les plus riches du monde, avait besoin de se faire de la pub parce qu'il y avait des lobbies qui étaient contre le fait d'avoir des transports en commun sur la côte ouest. C'est C'est quand même fou, hein. complètement fou. Euh, on va venir sur en lien avec les jeux vidéo. Est-ce que tu as joué à des jeux vidéo quand tu étais petit, le Tortue Ninja, tout Mais ça? oui, j'ai souffert comme beaucoup sur le jeu NES, mais je ne l'avais pas. Je crois que j'y jouais chez un de mes cousins. J'ai pas été très loin sur ce jeu, mais je me souviens avoir vraiment jeté la manette, tu vois, en mode. Je pense que tout le monde l'a Par fait, ça. contre, j'avais Tortue Ninja 2 sur Game Boy, Oh! que j'ai poncé, mais vraiment, et surtout j'étais très mauvais aux jeux vidéo, donc il m'a fallu plusieurs années, je pense, pour le terminer. Et je me souviens encore, tu vois, du dernier stage quand tu es dans le technodrome et que tu te fais attaquer par les robots qui ont des espèces de lasso. Ah ouais. Quand les figurines de ces robots-là sont sorties chez NECA, j'étais obligé de les acheter. Il me les fallait vraiment. Ils sont très représentatifs Parce que des jeux vidéo, écoute. ah bah c'était vraiment revivre, tu vois, beaucoup de frustration. J'ai encore la musique dans la tête, quoi. Ah oui. Et j'en ai tué des piles. C'était quelque chose, ouais. Après, j'ai beaucoup aimé le jeu Tortue Ninja Revenge of Shredder. Je Mhm. pense que c'est comme Oh, ça qu'il s'appelle. oh oui, c'est un très Qui bon est, jeu. qui était vraiment un jeu, pour le coup, pensé par des passionnés. Ça se sentait, c'était chouette. Mais c'est vrai qu'au final, des bons jeux Tortue Ninja, il y en a pas des masses. Il y a Turtle in Time, mais Ouais. bon, c'est plus un jeu de baston que un jeu Tortue Ninja au sens propre. Mhm. Et surtout en Europe, il est très rare. Donc j'y ai pu y jouer peut-être 2 ou 3 fois, pas plus. Ok, ok, ok. Est-ce que, ben, vu que tu collectionnes des figurines, laquelle que tu préfères le plus dans toute la gang que tu as? À part peut-être la figurine de Michelangelo, là. Bah écoute, je pense que c'est le Krang Giant Body, Ah oui, un peu comme dont j'ai Vintoys rêvé aussi. Vintoys aussi, très c'était son longtemps. préféré. Mais en fait, c'est des jouets, bah, c'était les jouets à 500 francs, tu vois? Ah, Les seuls copains qui les avaient, c'était les copains qui avaient des parents divorcés, où les parents se battaient en se disant à Noël, en disant: «Moi, je vais faire un plus beau cadeau, que l'autre». Et du coup, qui se retrouvaient avec des montagnes de Tortues Ninja. Et même en magasin, je pense à l'époque, j'ai dû le voir une ou 2 fois, c'était pas un jouet qu'on voyait beaucoup. Et je me suis très longtemps posé la question de savoir si Krang était mou ou dur. Et ah, du coup, c'est aussi pour ça que je le voulais, parce que, est-ce qu'il est mou comme un cerveau, tu vois, avoir une espèce de ça, latex ça bizarre? aurait été bon qu'il soit mou. Heu, Bah, ouais, mine de rien, c'était une bonne idée, pourtant Oui, j'étais petit, hein. Et j'ai fini par l'acheter à vil prix, une fois devenu adulte. Mais c'est vraiment ouais, une figurine que j'aime beaucoup, elle est impressionnante et c'est assez rigolo parce que c'est un peu comme le Technodrome. À chaque fois que des gens quand je les montrais dans les décors d'Archeo Toys ou ce genre de choses, j'avais toujours des commentaires en mode: «Oh! Oh mon Dieu! Le Krang, j'en rêvais!» Je sais que c'est, tu vois, c'est des jouets qui sont, vraiment, générationnels, qui parlent au fond, au petit enfant qui a au fond de nous. Et j'aime beaucoup le blimp. Le blimp, c'est vraiment une pièce très 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 cool. En fait, j'aime les gros trucs. Tu vois, le ok. blimp, le technodrome, même la vrille, tu vois, Oui, oui, le le module. vaisseau le module de Shredder. Je l'aime beaucoup. Je l'avais acheté excessivement cher. Et j'ai vu il y a pas longtemps qu'il sortait en réédition pour 50 $. Donc Mhm. bon, j'aurais, j'aurais vendu un rein pour pas grand-chose.
Mais ma plus belle pièce Tortue Ninja, alors elle est pas ici, elle est en bas, et j'ai pas de photo à te montrer. Mais il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans maintenant, j'ai eu la chance de pouvoir récupérer un décor de magasin qui servait pour la sortie, je pense, des bouées, tu sais, les petites bouées pour figurines. Ok, oui. Et donc c'est un décor en rhodoïde qui fait 1,20 m, un truc comme ça, qui est en Teenage Mutant Hero Turtles, Oui, donc il oui. vient de Belgique. Celui-ci, je l'avais acheté à un Belge, et j'en connais deux. Je l'ai jamais vu nulle part ailleurs. Et vraiment, ça, c'est ma pièce ultime. Alors, avant, je mettais toutes mes figurines dessus, mais il commençait un peu à s'affaisser parce qu'il n'est pas prévu pour ça. Donc là, aujourd'hui, je l'ai mis dans un coin où normalement il s'abîmera pas. Mais ouais, si je devais choisir ma pièce Tortue Ninja, ma pièce de figurine Tortue Ninja, pour le coup, c'est le décor. Parce que ça donne vraiment un truc. Là, ça te replonge en 91 direct, quoi. Et toi, est-ce que tu collectionnes, c'est plus côté nostalgique ou plus complétique? Hein, tu veux qu'on complète Alors, des je suis poussettes? pas complétiste du tout. En tout cas, je me l'empêche. Ok. Parce que je trouve ça dommage d'avoir un. Alors, je le reproche à personne, hein, Non, non, non. mais je trouve ça dommage de s'astreindre à vouloir remplir une liste et du coup de galérer parfois pour des trucs qu'on veut pas vraiment en fait. Et je les connais, j'ai plein de copains complétistes. Très souvent, c'est des collectionneurs de placards. Tu Mhm. vois, une fois qu'ils ont reçu leur truc, ils le mettent avec les autres à l'abri dans un placard, mais ils font jamais les manipuler, ils font jamais en profiter. Comme moi, je perçois la manière dont j'en profite. Mais après, c'est vraiment mon avis, je Oui, ne c'est juge à personne. chacun, ouais. Par contre, j'aime bien les choses un peu. Je préfère un truc qui sort de l'ordinaire que une grosse rareté, je sais pas, une variante très rare, je sais pas, un Chrome Dome ou tu vois, Mhm. avec la ceinture violette ou non, je préfère de loin des documents d'époque, par exemple, il y a quelques années, j'avais acheté des reproductions d'illustrations d'Errol McQuarrie, Ah oui. avec notamment sa vision du technodrome, sa vision des égouts, ce genre de choses. Alors, c'est des reproductions, mais elles étaient signées. Ça, pour moi, ça vaut bien plus que, enfin, à mes yeux, que un full set de soft head, par exemple, Ouais, ouais. parce que j'ai pu discuter avec Errol McQuarrie, parce que on est presque sur du prototype. Alors, c'était il y a longtemps, je pense, ça devait être en 2017, je ne sais pas si tu avais vu ça, un type avait racheté tout un stock de prototypes et de first shot Tortue Ninja et les avait mis petit à petit à la vente. Je crois qu'il a écrit un livre aussi dessus. Et du coup, j'ai pas mal de copains qui ont acheté des pièces très très rares, même des photos qui avaient servi pour Playmates ou ce genre de choses. Ça, je regrette de ne pas avoir cassé ma tirelire et de ne pas avoir pris ne serait-ce qu'une petite pièce. En belle pièce, tu vois, sans être complétiste. J'ai une tortue signée par Eastman, Ah. qui soi-disant vient de sa collègue, qui n'a pas les bons accessoires, mais, mais c'est pas grave. Mais C'est ça a plutôt des coups de cœur, en fait. c'est une histoire. En Voilà. fin de compte, c'est une histoire qui est derrière l'objet. Même si ça coûte pas cher, c'est l'histoire de l'objet que tu reçois qui est plus que, mettons, comme tu Et, parlais des quatre têtes, des tortues soft, ça n'a aucune histoire pour toi, donc comparé avec. et complètement. Et l'idée, c'est vraiment de collectionner pour moi en fait. Enfin, Mhm. malheureusement, on le sait bien. Enfin, moi, je suis issu d'une famille de collectionneurs. Donc, mon père collectionne des pièces, collectionne des soldats en étain, ce genre de trucs. On sait que c'est très difficile de transmettre une collection. Alors bon, peut-être que ça fera la fortune des enfants des complétistes, mais peut-être aussi que ça vaudra plus grand-chose parce que il y a tout simplement plus de fans, tu vois. Justement, ça vient à Euh, ma seconde question. Euh, dans ton entourage, pour toi, là, les gens, comment ils pensent de toi en lien avec que tu collectionnes des jouets? Est-ce que le monde pense que tu es plus encore un enfant de cœur, enfantin? Alors, ben, c'est très joli, enfant de cœur comme expression. Euh, du côté de ma famille, en fait, vu que j'ai toujours collectionné des jouets, alors pas toujours les tortues n'étaient pas forcément ce que je mettais en avant dans mes vitrines, mais notamment Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque. Euh,
je pense que mes proches se sont habitués très vite. Tu vois, là-dessus, comme je te le disais, bon, mon père collectionne énormément de trucs et à un moment, il collectionnait les fers à repasser. Donc, quand tu collectionnes les vieux fers à repasser vintage, tu vas pas trop critiquer un type qui collectionne les jouets, clairement. C'est certain, effectivement. Et puis, oh, je crois que ça fait partie de moi, mais donc, bon, les gens l'acceptent, tu vois. Ouais, il y a peut-être eu des moqueries, mais c'est pas très grave ce que les gens peuvent penser de moi. Tant que moi je suis content, c'est déjà ça. Par contre, il y a une douzaine d'années, j'ai commencé à me rendre compte de la place que ça prenait. Je venais d'emménager avec ma compagne en plus, donc ça demandait à ce que j'ai une pièce dédiée à moi, donc on paye un plus gros loyer juste pour des jouets, quoi. Enfin, je veux dire, Mhm. et donc je m'étais dit, il faut que je me trouve une utilité à ça. Tu vois, que ça serve à quelque chose, que ce soit pas juste ah bah t'as vu, j'ai encore dépensé 150 euros dans une tortue, mais que je puisse le partager. Et Je bon, peux te j'étais faire déjà sur des forums de discussion, et c'est là où je me suis dit, bah vas-y, on lance une chaîne YouTube, quoi. Ah oui, j'ai justement Et la tout à chaîne YouTube est venue comme ça, un peu pour justifier le fait d'avoir autant de jouets autour de moi. j'utilise la même Euh, j'utilise la même Mais tant mieux, tu vois, parce que ça nous force aussi à partager. Moi, je suis super content aujourd'hui quand je croise des abonnés qui me disent ah bah merci parce que moi ma famille elle accepte pas trop, mais quand je regarde tes vidéos, bah je me dis que je suis pas le taré qu'on est en train d'insulter. Bah non, l'idée c'est qu'on a une vraie génération de collectionneurs. On considère d'ailleurs, j'ai regardé un sondage il n'y a pas très longtemps, en France, il y aurait presque 30% des gens qui collectionneraient des cartes ou des jouets. Ah oui. Pas toujours au même niveau, certains, tu vois, vont tout mettre dans un placard ou dans un grenier très vite, mais on sait que les jeunes générations, ceux qui ont 25-30 ans aujourd'hui, sont d'énormes collectionneurs, donc c'est en train de se normaliser, c'est fini l'époque, alors je sais pas si le film a marché chez vous, mais il y a quelques années encore, dès que tu disais que tu étais collectionneur, les gens faisaient référence au dîner de con. Je sais OK, pas si ouais. tu as vu ce Oui, film. oui, oui, j'ai vu, oui, oui. En mode hey, est-ce que t'es dispo mercredi soir? Il collectionne les jouets. Je pense que la génération de nos parents a un peu souffert de ça, justement. Ils osaient pas être expansifs sur leur passion, et du coup, bah, peut-être aussi qu'ils continuaient ce cercle vicieux-là. Mais la génération de nos grands-parents, les vrais boomers pour le coup, bah, n'hésitez pas à collectionner des poupées en porcelaine pour les mamies. Les grands-pères avaient leur petit train électrique, et c'était bien plus. Alors, peut-être que c'était aussi un type de personne, et pas forcément tout le monde, mais en tout cas, il y avait moins de pression sociale. Là, la pression sociale est en train de se retourner, et j'espère que dans, je sais pas, dans 20 ou 30 ans, ce sera le fait de ne pas avoir de collection qui sera vue comme étant étrange. Ben, moi, ce que je me souviens de mon époque, à moi, c'est que c'était plutôt la personne qui était à l'école avec des grosses lunettes et très épaisses, qui Ah ouais. collectionne des timbres, des cartes, puis on l'appelait le nerd. C'était vraiment mis à Et part. c'est clairement ça, notamment je pense aux cartes Magic ou aux jeux de rôle, c'était vraiment des niches, et c'était des niches qui étaient pas folles, tu vois. Mhm. C'est pas comme ça que tu devenais la personne Populaire. la plus populaire Non, de ton école. Mais ça s'est un peu retourné. Alors, on est en train d'y enfin, on n'est plus en 2008, clairement, tu vois. Les gens ne se disent plus geeks comme ils mhm. pouvaient se le dire il y a une quinzaine d'années. Mais aujourd'hui, par exemple, sur le marché du jouet, les adultes représentent quasiment 35% des ventes. Oui. Donc ça vient aussi du fait qu'on vend beaucoup moins de jouets et que les enfants jouent moins, et qu'on a aussi des plus gros budgets qu'un enfant. Mais bah, on est en train de normaliser la chose, et ouais, la plupart de ces gars à grosses lunettes qui étaient un peu tout seuls à l'école aujourd'hui, bah, je les connais, c'est mes abonnés. Et on est devenu adulte, et on est devenu une bande, tu vois. On n'est pas tout seul dans un coin, on est 100 000.
Et mine de rien, rien que ça, c'est dingue, puisque quand Ah j'ai oui, lancé la chaîne, j'espérais 1000 abonnés, tu vois, et je me disais, à 1000 abonnés, on aura du monde, hein. hum, mais quand On même, aura presque tous les collectionneurs de jouets. mais quand même, on, pour nous, des fois, on voit ça comme des chiffres, mais juste, tu t'assois dans une salle avec 1000 personnes, c'est quand même beaucoup de personnes autour de toi. Et c'est déjà très très cool, oui, oui. Et bah, tu vois, il y a pas très longtemps, il y a un peu plus de, il y a 2 ans, je pense. J'étais avec des copains qui ont des très grosses chaînes, mais à plusieurs millions d'abonnés, qui ont 2-3 millions d'abonnés. Et puis bah, je leur disais, bah voilà, j'en ai 50 000 ou 60 000. Je suis pas vraiment votre égal. Et un pote m'avait dit, non, mais 60 000 personnes dans un stade, déjà, c'est assez d'essai, tu vois. C'est c'est un gros truc. Mhm. Et depuis, j'essaye de faire des comparaisons euh, avec des niveaux un peu différents aussi pour se rendre compte. Parce que bon, toi comme moi, on le perçoit. Mais c'est des activités, être youtubeur et encore plus être youtubeur de collection qui sont très solitaires au Mhm. final. Oh oui, C'est nous en slip devant un ordinateur en train de faire du montage comme ça. ouais. C'est pas très passionnant Non, non. pour nos proches de nous regarder faire. On n'est pas encore des archéologues qui allons fouiller dans des trucs. Peut-être qu'on deviendra un jour des aventuriers, hein, je nous le souhaite. Mais bah, pour le coup, savoir qu'on est suivi par, je sais pas, déjà un village de 1500 personnes, c'est déjà un bon village, tu vois. Oui. Où il y a une boulangerie. Quand t'as 1500 personnes, t'as un coiffeur. Et c'est en convention que j'ai fait plein de rencontres en me disant, bah oui, des gens qui me ressemblent absolument pas, qui ont pas du tout la même enfance, qui sont parfois pas de la même génération. Et pourtant, on se retrouve, ils sont hyper contents de me voir, je suis très content de les croiser, et on a un vrai échange. Donc, Ouais. c'est vraiment la puissance du Il y, a web. il y a quand même quelque chose qui est en commun avec tous ces abonnés-là. Tu sais, comme moi, c'est toute c'est c'est être fan des Tortues Ninja, c'est tout ça qui nous rassemble, que ça soit Oui, n'importe ben, quel univers. Tu sais, je pense que ça va même au-delà de ça, puisque sur Tortue Ninja Info, vu le contenu que tu proposes et tu vois, qui touche un peu à tout l'univers des tortues, Mhm. ben, tu peux intéresser des gens qui sont pas forcément fans des tortues, mais qui vont, je ne sais pas moi, aimer les parcs d'attractions, et puis hop, tu récupères une photo de l'époque où les tortues étaient au MGM Disney Studio. Mhm. Ah, mais oui, c'est trop bien, tu vois. Enfin, Oui, oui. le fait de pas être sectaire et de pas s'adresser que à des fans hardcore Mhm. d'un seul produit. Ah bah oui, non, moi je ne collectionne que les soft heads et je ne parle pas aux gens qui ont des tortues avec des têtes dures parce que vraiment c'est sauvage. Ah, c'est dommage. Mais c'est sûr. L'idée c'est surtout de partager et de faire Oui. en sorte que tout le monde rejoigne notre secte. Non, mais c'est sûr que moi, j'ai pas un univers que je déteste plus, ben, que j'aime que je déteste ou que j'aime plus qu'un autre, dans le sens que il y a du bon et du mauvais dans chaque univers. Puis c'est de partager ça ensemble avec tout le C'est ça monde. qui donne un peu de sel, tu vois. Mhm. S'il y avait que du bon dans les tortues, je pense que la série se serait arrêtée assez vite, en fait. Mhm. C'est parfois en dégoûtant les gens, en les interpellant, en créant du clash. Ah ben moi, je suis fan des Power Rangers, donc du coup, j'adore la série Next Dimension. Quoi, mais c'est une honte. Donc ça crée de la friction, et c'est là où tu vas avoir de l'échange. Si tout le monde est d'accord, c'est ça meurt, en fait. Puis en lien avec ta collection, est-ce que tu as déjà pensé qu'est-ce qui va advenir de ta collection dans le futur? Bah écoute, bonne question. Je suis papa depuis pas très longtemps, donc en plus tu vois, c'est un truc qui me trotte en tête. Il y a pas très longtemps, j'ai croisé une association qui s'appelle MO5, une association française spécialisée dans la conservation du jeu vidéo. OK. Et on en a parlé, puisque eux sont le statut de fondation et ils récupèrent des collections privées. OK. Est-ce que c'est Euh, cette même fondation que Conquerax il parlait? Oui, oui, Conquerax en parle régulièrement, ouais. OK, OK, parfait. Ils ont vraiment vocation à entretenir le patrimoine vidéoludique. Mhm. Et en discutant avec eux, je pense
On y viendra. Alors, on est encore un peu jeune pour y penser, Mhm. mais bon, j'ai déjà des camarades collectionneurs qui sont disparus malheureusement. Moi, j'aimerais un jour proposer, alors pas forcément géré par moi, hein, loin de là, mais proposer un système de fondation qui permette de récupérer des collections privées et de les faire vivre avec des expositions en fait, qu'elles aillent au-delà de nous. Parce on sait ce qui se passe quand quelqu'un décède, Ouais. soit c'est un brocanteur qui récupère tout et qui bazarde, soit la famille garde parce que c'est des souvenirs. Du coup, certains objets de collection privée sont perdus, ce qui est un peu dommage, surtout quand il y a des collections incroyables. Je pense à du Star Wars, par exemple. Mhm. On a un camarade collectionneur Star Wars qui est décédé il y a quelques années, qui avait vraiment une très belle collecte, qu'il avait passé 30 ans à réunir, et tout est parti en 2 mois. En fait, je vois la collection comme un objet en tant que tel. Tu Mhm. vois, il a choisi ces objets-là parce que il les a trouvés, mais aussi parce que l'état lui convenait. Il y a un gros travail derrière une collection. Ah oui. Donc c'est une idée de préservation et aussi de partage, de pouvoir ensuite faire des expos dans des salons, dans des musées. J'en avais parlé également au musée de Moirans en Montagne, qui est le principal musée français consacré au monde du jouet. Mais malheureusement, ils ont déjà plus de place. Mhm. Je crois qu'ils exposent 20 000 jouets, ils en ont 80 000 en réserve. Donc eux n'ont plus cette possibilité-là de récupérer des collectes, et je pense que ça viendra par des associations privées et par des fondations qui permettront de préserver cet héritage-là. Ouais. Donc écoute, on verra, peut-être que ça s'appellera la Fondation Archaeotoys pour le jouet. Euh, Ça serait bon, comme titre Archaeotoys Museum, tu sais, le musée oui, Archaeotoys. mais le problème des musées du jouet, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui réussissent Ah, à survivre. ouais. C'est souvent des petits musées privés, et surtout, la plupart du temps, alors j'en ai visité plein, hein, des musées privés, d'ailleurs j'embrasse les gens qui les montent, mais très souvent ça va se limiter à la période qui intéresse le fondateur. Un vrai musée du jouet, bah, ça doit aller jusqu'au Moyen Âge ou tu vois, Mhm. ou encore plus loin pour qu'on ait un vrai caractère scientifique. Et c'est là où une association avec une fondation est plus intéressante, parce que il y a moins la vocation scientifique, mais il y a plus la volonté de partage. Tu vois, faire des expositions thématiques, je sais pas, Batman, les Tortues Ninja, Mhm. et c'est comme ça que non seulement on préservera de belles pièces, et qu'on permettra à notre médium de ne pas se perdre. Parce que je suis pas certain que dans un siècle, les jouets de demain ressemblent beaucoup à nos jouets à nous. Non, c'est sûr. Moi, je vois plutôt un monde où les enfants ont peut-être deux, trois jouets, mais qu'ils sont entièrement autonomes, que c'est des robots avec une IA, tu vois. Peut-être, je sais pas moi, un système d'hologramme qui fait que le même robot peut se transformer en Michelangelo ou en Batman, ou tant que tu as acheté les licences, Mhm. euh, il faudra qu'on garde une trace de cet âge d'or, en tout cas de ce que nous on considère comme l'âge d'or du jouet. Mais je sais qu'au Japon, il y a beaucoup de musées, d'après ce que j'ai pu voir sur YouTube, il y en a qui montrent certains musées qui montrent, mettons, l'évolution d'un certain personnage en figurine ou des choses comme ça. Tu as le musée Bandai, par exemple, Mhm. qui est un peu en dehors de Tokyo, qui est à 1 heure et demie de Tokyo. C'est vrai que contrairement à nous, ces marques-là ont peut-être plus de mémoire. Mhm. Je pense que tu l'as vu dans la fameuse vidéo sur les archives Hasbro. Mhm. Ah oui, oui, oui. Parfois, bah, ces industriels-là, de toute façon, n'ont ni les budgets, ni les ordres qui leur permettraient de conserver des pièces uniques comme des prototypes, des dessins ou des modèles de démonstration. Donc le plus souvent, et c'est un peu triste à savoir, ce patrimoine-là, il est détruit. Ah, c'est On dommage. l'envoie on l'envoie à l'incinérateur parce que c'est considéré comme des déchets. Ah. Combien de collectionneurs seraient capables aimeraient sauter là-dedans? Et ouais, je t'avoue que quand on est tombé alors pour les gens de Tortue Ninja Info qui ne savent pas encore de quoi on parle, je compte sur toi, Luc, pour mettre un lien Oui, oui. dans la description vers la vidéo sur les archives Hasbro. Moi, j'ai eu la chance de découvrir il y a 2 ans et demi maintenant.
un stock de 150 palettes de jouets qui allaient des années 60, 70 à 2006, C'était incroyable. avec plusieurs dizaines de milliers de jouets. Tout ce que Kenner, Parker Bros et Hasbro avaient pu vendre en Europe était passé par cet entrepôt-là. Et donc, du coup, il y avait tout, en fait, tout ce dont on n'a jamais rêvé, du Robocop, du Batman, du Jurassic Park, des Nerfs. Et donc, c'était le stock du service conso, puisqu'en France, un fabricant de jouets est obligé de garder un exemplaire de chaque référence pendant 10 ans, au cas où il y a un problème, un enfant qui avale un missile, ce genre de truc. Eux peuvent aller dans leurs archives et ressortent le modèle incriminé et on peut faire des tests avec. Sauf que normalement, au bout de 10 ans, c'est envoyé dans un incinérateur et on a eu la surprise de découvrir que ça n'avait jamais été fait. Et donc c'était vraiment zinzin. J'espère peut-être y retourner un jour, même si ça a beaucoup changé. Hasbro est en restructuration, donc ils ont moins de place pour ce type d'archives qui était du coup depuis plus de 30 ans sur des racks à 9 mètres de haut. Et il y avait ça c'est assez rigolo à dire, il y avait des inventaires qui avaient été faits, mais ils étaient sur disquette. Ah, Et ouais. donc du coup, bah, il y avait plus d'inventaire, on pouvait plus les lire. Ça n'avait jamais été copié. Donc vraiment, on a ouvert les palettes, on a peut-être ouvert 10% des palettes, même pas, ouais, c'est 5%. Et à chaque fois, c'était la découverte. On savait pas sur quoi on allait tomber. T'ouvres un carton qui fait 1 mètre cube et dedans, il y a que des petits poneys en blister. Est-ce que tu as pu En- garder certains items? Ah, oui, j'ai eu la chance. Je vais te montrer ça. J'ai eu la chance d'avoir quelques cadeaux de la part d'Asbro. Alors, c'est pas moi qui me suis servi dans les cartons en mode ah merci, c'est très sympa. Ils ont eu la gentillesse de m'offrir quelques souvenirs. Donc, je sais pas si on arrivera bien à voir ce que c'est. Là, on est sur un blister Batman, Batman et la Robin. Roll, ouais, Batman et Robin. Et donc, du coup, on a l'étiquette des archives Hasbro avec la date d'entrée. Donc là, on est sur le 7 juillet 98. Et ce qui est très chouette, c'est que autant on en trouve assez facilement pour les versions américaines, et pour les versions françaises, en fait, vu qu'elles sont toutes dans ce hangar-là, il n'y en avait jamais eu en vente. Donc partir avec ces pièces-là, qui sont des pièces françaises et des pièces vraiment historiques, c'était vraiment le grand luxe. Donc là, c'est le Batman Silver Defender, si vous voulez faire une petite recherche au web. Et puis, bah, ils ont été ouverts, puisque l'idée, c'était de contrôler chaque figurine, de voir si les missiles, si les différentes petites parties étaient bien en règle vis-à-vis de la législation française et européenne. Ah, mais c'est vraiment cool là, de leur part de donner au moins un petit Oui, bah, ça a été un moment. J'ai mis du temps à m'en remettre, en fait. Pour tout te dire, je les avais rencontrés à Japan Expo au mois d'août 2022. J'avais mangé avec un des responsables du marketing Hasbro qui m'avait dit: je vais te rappeler parce que on a peut-être un truc à te proposer, il faut que tu viennes voir. Et donc, les mois passent, genre 3 mois passent, et j'y crois plus trop, tu vois. Bon, Mhm. je vais te rappeler, ça arrive souvent, quoi. C'est une promesse qu'on oublie. Ouais, ouais. Et au final, il me rappelle et il me dit est-ce que tu veux venir la semaine prochaine? Donc, tu vois, j'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir. On est parti à plusieurs pour y aller. Je pense qu'on était trop nombreux d'ailleurs. Il aurait fallu qu'on y aille juste moi avec un cadreur. Mhm. Ça aurait peut-être été un peu moins la foire d'empoigne. Mais ça a été un moment, oui, c'est le summum de ma vie de collectionneur. Je sais que je ne reverrai plus jamais ça de ma vie, mais c'est parce que aussi aucun autre fabricant en France, en tout cas, n'a fait cette erreur logistique-là de garder autant de stock pour rien, parce que vraiment pour eux c'est des déchets quoi. Alors on les a convaincus de pas de pas les détruire pour ceux qui s'inquiéteraient. Et aujourd'hui, ce sont des pièces de collecte qui sont exposées dans le hall d'entrée de Hasbro France et qui circulent aussi lors d'expositions en France, dans des salons, par exemple, notamment au Fan Festival il y a 2 ans.
Il y avait une belle expo, notamment avec du Action Man, en veux-tu, en voilà. Et c'est trop cool. Enfin, le simple fait d'avoir eu l'impression d'être Indiana Jones, tu sais, quand il rentre dans le hangar Avec avec l'Arche l'Arche perdue. d'Alliance. Ouais. Ah bah là, c'était ça, quoi. Pour te dire, quand j'ai appelé les gars pour qu'ils viennent avec moi, au début, personne me croyait. Quand je leur ai dit, bah, il y a probablement du stock, ils m'ont envoyé des photos de Silverhawks. Donc s'il y a ça, il y a quand même de grandes chances qu'il y ait des trucs cool. Et même la directrice du musée du jouet qu'on a fait venir, puisque je voulais pas non plus qu'on soit des pilleurs de tombes, tu vois, en mode allons dépouiller des vieux cartons vieux de 40 ans et faire ça n'importe comment. Donc on avait une vraie conservatrice, une historienne spécialisée dans le jouet qui était avec nous et qui nous a bien aidés. Même elle, quand je l'ai appelée en mode est-ce que tu veux venir avec nous dans 3 jours, on va à l'entrepôt Hasbro, on aurait trouvé un trésor. Elle m'a dit mais t'es sûr? T'es certain? C'est pas un canular? Et non, c'était pas un canular. Vraiment, là, tu as pu faire vraiment le nom Archaeotoys était vraiment Et ouais, confirmé. tu vois, et c'est arrivé, je crois, 7 ans après le début de la chaîne. Donc du coup, faut persévérer. Même si, bah, pour le coup, c'est un fusil à un coup, hein. Je sais que cette surprise-là, je ne l'aurai plus jamais. Mais ça a été, ouais, un moment, tu les mains qui tremblent pendant plusieurs jours après ça, hein. Et je vais mettre le lien dans la description, comme ça, les gens qui ne savent pas de quoi on parle, ils vont aller voir, puis ils vont voir Et que c'est un très beau documentaire qui dure 52 minutes, donc c'est une belle vidéo. Et soit vous allez le trouver ça vraiment cool, soit vous allez quitter au milieu parce que vous serez trop jaloux. Je- moi, je l'ai écouté, j'ai le regardé au complet, puis j'ai trouvé ça vraiment fantastique comme documentaire. C'était vraiment très, très bon. Ben, on a essayé de dépasser le. Je sais pas si ça a été diffusé au Canada, mais chez nous en France, on avait une émission américaine qui passait il y a quelques années avec un chasseur de jouets. L'émission s'appelait Toy Hunter. Je ne sais pas Euh, si tu vois de quoi je parle. ouais, je sais ce que tu me dis, mais j'ai jamais regardé cette émission-là. Je pense que ça passait sur le câble. J'ai pas le câble chez moi. Ok. C'était une émission chouette, tu vois, où un type allait chez d'anciens designers ou des collectionneurs, ce genre de truc. Mais il était vraiment en mode un peu, bah ouais, pilleur de tombes. Il était là pour faire de l'argent. Donc il Mhm. était là en mode, ah, je vais lui acheter ce dinosaure 50 euros, 50 dollars et le revendre auprès de 3000. C'est génial. On n'a pas trop cette mentalité, enfin certains l'ont, hein, mais on n'a Mhm. pas trop cette mentalité-là en France. En tout cas, j'espère pas parmi ma commu de fans. Mais après la sortie de cette vidéo-là, j'ai reçu des messages du monde entier, du Japon, des Ah ouais. États-Unis, d'Allemagne, de gens qui me disaient mais y a pas moyen, je t'en achète, tu vois. Mais l'idée, c'est que c'est voilà, c'est un patrimoine français. Gardons-le le plus longtemps possible en France. Et s'il peut terminer dans un musée, c'est encore mieux, quoi. Ben oui, c'est sûr, pour que tout le monde puisse en profiter de cette richesse-là. Bah oui, là pour le coup, enfin, c'était vraiment zinzin, quoi. Je... Quoi qu'on ouvre, en plus tout était couvert de poussière, une espèce de... L'entrepôt est en Moselle, donc dans l'est de la France, dans un coin où il y a beaucoup de mines de charbon. Et donc tout était recouvert d'une espèce de poussière, de calamine noire, tu en avais plein les mains, c'était assez fou. Tu dépoussiérais des trucs et hop, tu voyais marqué Jurassic Park en dessous. C'était Mhm. vraiment Indiana Jones. Quand tu étais sur place, tu devais être très fébrile aussi, puis être comme un Ouais, gamin aussi bah, en même j'ai temps. même vu ce qu'on pourrait appeler la fièvre du jouet. Certains des gars qui étaient avec moi ont un peu pété un boulon. Ils étaient, ils voulaient clairement partir avec tout, quoi. Oh, je peux comprendre, on peut comprendre. Ah ben c'est une drogue dure le jouet. Oui, c'est dur à sniffer, une figurine. Ouais, ben la poussière qu'il y a dessus, tu vois, c'est de la poussière de fée probablement. Mais oui, c'était, enfin même pour des gens qui sont habitués, c'était beaucoup. Tu vois, je m'en parle régulièrement avec mon camarade Stéphane Lapuce, qui Mhm. est un dessinateur de BD que
que les Québécois connaissent peut-être, puisque c'est lui qui qui a scénarisé une partie des bandes dessinées des Mignons. Ok, oui. Je sais que ça a été publié chez vous. Mhm. Et pour le coup, c'est avec lui que j'ai écrit mon livre Made in Toys, qui est sorti en 2018. Et c'était trop, en fait. Tu vois, on en sortait, on était en sueur, mais c'était des sueurs froides, quoi. Ok. En plus, Hasbro avait été très cool, puisqu'ils ont accepté qu'on reste 2 jours ou 3 jours. 2 jours, je pense. Ah, ouais. Bon, ben, Sur un site industriel, donc avec des gens qui passent avec des transpalettes, les gens continuent à travailler autour de nous. wow. Donc ouais, on a eu beaucoup beaucoup de chance et alors je ne sais pas s'ils tomberont sur cette vidéo, mais merci Hasbro France. Vous êtes probablement les seuls Hasbro du monde à faire ce genre de truc. Ah, ils ont été vraiment gentils de leur part de t'impliquer dans ce projet-là. Et c'était marrant aussi de voir que, et c'est aussi là où j'ai compris beaucoup de choses, c'est des gens qui aiment le jouet, mais pas de la même manière que nous. Ok, ouais. Eux, pour eux, le jouet est un produit. Mhm. Tu vois, c'est le bonus de fin d'année s'ils en vendent beaucoup. Et puis c'est le licenciement s'ils en vendent pas. Mais pour le coup, ce qu'ils aiment, c'est voir les gens kiffer. Ok. Voir un enfant couvre son jouet de Noël et faire un Waouh, Super Nintendo. Tu vois, ce délire-là. Mais voir des adultes de 40 piges avec des grosses barbes qui ouvrent des cartons et qui limite se mettent à pleurer, pour eux, c'était du gâteau, quoi. Parce Ah, ouais. que c'est vraiment des vendeurs d'émerveillement. Et ouais, bah écoute, peut-être si vous avez une usine de jouets chez vous et que vous voulez nous faire venir pour découvrir vos archives, appelez-nous. Allez voir dans l'adresse contact de Luc. On se déplacera. On essaiera de venir, que ce soit au Canada ou en France. On viendra. Ça serait vraiment super. Une usine avec des figurines Playmate, là, des tortues qui sont cachées à quelque part. Là. Ouais, ben malheureusement, les locaux français de l'importateur des figurines Playmates ont été vidés à de nombreuses reprises. On ne trouvera rien. C'est ça, ouais. Mais peut-être qu'au Canada, je ne sais pas, il y a un entrepôt d'un Toys R Us perdu au fin fond d'une congère, Ça peut arriver. Ça peut arriver. en mode hibernatus. Mais ouais, je pense que la grande période où on pouvait encore découvrir des magasins fermés avec leur stock ou genre des trucs, malheureusement c'est fini. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, on a pu en faire quelques-uns, on a pu découvrir les plus belles archives du monde. Donc je vais pas me plaindre. J'ai quand Oui, même t'as eu pu vivre énormément de chance. t'as pu vivre aussi une très belle aventure avec ça. Ouais. C'est vraiment super. Je vais te poser la dernière question. C'est dans quel crossover aimerais-tu voir les Tortues Ninja? Et je crois qu'ils ont déjà été un peu tous faits. Est-ce qu'il y a eu un crossover Retour vers le futur Tortue Ninja? Non, je crois pas. Je pense pas, Parce non. qu'il y a eu Ghostbusters Retour vers le futur. Bah Ah écoute, ouais? je pense que ce serait ça. Je savais pas que Ghostbusters Euh, était avec Retour vers le futur. Il y a eu une version comics il y a quelques années, il me semble qu'il y avait eu un crossover. Ou alors, qu'est-ce qui pourrait être vraiment drôle? En Tortue Ninja Musclor, on les a eu récemment. Ouais, ouais, ouais. Euh, Bah écoute, tu me poses une colle. Oh bah si, un crossover avec Bucky O'Hare. Ah, ben oui. J'adorais les figurines. Ça n'a pas Et duré longtemps. d'ailleurs pour la... Bah non, en fait pour la petite histoire, le studio IDDH qui a fabriqué la fameuse demi-saison des Tortues Ninja a fabriqué également le dessin animé de Bucky. Ah ouais. C'est le même studio dans la même ville d'Angoulême. Et à l'époque, Bucky faisait partie d'une technique utilisée par certaines chaînes françaises pour pouvoir avoir des séries américaines, mais du coup made in France et Mhm. correspondre au quota français. Et si elles ont disparu aussi vite, c'est que la chaîne qui avait précommandé Bucky a disparu. Ah ouais. Ils ont eu des problèmes financiers, ça s'appelait la 5. La chaîne appartenait entre autres à Berlusconi, qui deviendra beaucoup plus tard président ou Premier ministre en Italie plutôt, président du Conseil. Et donc, bah, du coup, le studio a plus ou moins fermé parce que son principal client est parti sans payer. Ah ouais. Donc, un bon mélange Tortue Ninja versus Bucky, ce serait très cool. Et d'ailleurs, j'expose mes Bucky avec mes tortues.
parce que les deux vont très très bien ensemble. Oui, j'ai réussi à trouver dans une brocante un Bucky. C'est la première fois que j'en possède un. J'aimerais bien avoir Ah! les autres, là, le canard. Je pense. Mais j'ai la chance d'avoir un full set pour le Bucky Ah ouais. et d'ailleurs j'ai même un blister signé par Michael Golden, donc Wow. le dessinateur du comics original. Je remercie la puce d'ailleurs qui m'a offert ce très joli blister. Et effectivement, si on avait eu, je sais pas, des tortues dans l'espace comme on a pu l'avoir dans la version comics, ça Mhm. aurait été beaucoup trop cool qu'ils croisent Bucky quand même. Ah ouais, ça aurait été super intéressant de voir ça. Surtout que les figurines se ressemblent beaucoup à des figurines Playmate. Oui, bah, clairement, l'inspiration est là. De toute façon, ils ont tous Sont essayé de faire. faites par Hasbro, je pense. Ça se peut-tu, les Bucky? Ouais, c'est du Hasbro, mais elles sont même pas siglées Hasbro, les figurines. Mhm. Hasbro était distributeur, et faudrait que je regarde d'ailleurs qui les vendait exactement. Mais il y a quelques années, un camarade parisien qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Back in Toys, mais qui parle surtout de jeux vidéo. Donc, Mhm. si vous n'aimez que les jouets, je suis pas sûr que Back in Toys vous plaira plus que ça. Mais Wawa, du coup, le présentateur de Back in Toys, m'avait montré les prototypes des figurines Bucky de la série 2, Ok. qu'il a acheté il y a presque 20 ans maintenant. Et du coup, qu'il avait en blister des figurines jamais sorties. Ah Et ouais. ça, c'était vraiment très 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 chouette. Donc ouais, un crossover Bucky Tortue Ninja pour lutter contre les crapauds, ça aurait été cool. Ah, ouais, ça, c'est une très bonne idée. Espérons qu'ils relancent la licence puis qu'un jour on les voit se croiser. Bah écoute, je crois que c'est Boss Fight Studio qui a ressorti les figurines Bucky il y a quelques années, Ouais, mais malheureusement ils ont fait beaucoup trop de recolo et en France, ça revenait à presque 100 euros pièce, donc ça valait pas vraiment le coup. Sinon je les aurais pris ces rééditions-là. ouais, mais je sais qu'il y Enfin avait plus. aussi. C'est-tu eux aussi qui ont ressorti des figurines Cowboy of Mumesa, quelque chose comme ça? C'est eux aussi qui ont sorti les Oui, rééditions? euh, et Cowboy from Mesa, c'est aussi une série IDDH Ouais. prévue pour la 5. Ok, Mais celle-ci est restée inédite en France, à ma connaissance. ok, ok, ok. Par contre, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des figurines Hasbro de Cowboy of Mesa, pas mal en Belgique. Donc je serais pas surpris que les Belges en aient récupéré quelques-unes. Mais comme en Belgique, tu as le port d'Anvers, qui est un des plus grands ports d'Europe. Ok. Le port d'Anvers arrose toute l'Europe côté continentale, mais également l'Angleterre. Mhm. Et très souvent, les Belges récupèrent quelques invendus. Ah, La Belgique est vraiment une terre de jouets. On a découvert des trucs de fou en Belgique. ah, il faudrait que j'aille faire un petit tour en Belgique. Et je te le souhaite. Bah, tu vois la figurine Gem qui est juste derrière moi. Oui, oui. Ça, on l'a trouvé dans un hangar en Belgique et il y Ah, en ouais. avait 13 000 autres. Eh ben, Et ma soeur aimait beaucoup cette gem à l'époque. ah oui. On devait écouter la série parce qu'il n'y en avait pas le choix, juste une télévision. Bah écoute, il y avait vraiment un stock. Je m'en souviendrai pas. Bon, c'était pas les archives Hasbro, mais imagine un hangar où tu as tout un mur où sur 5 ou 6 mètres de haut, peut-être pas, ouais, 3 mètres de haut, mais peut-être 10 mètres de long, c'est que des cartons Hasbro avec des gems dedans. Et tu as peut-être 4 ou 5 références différentes seulement. Et Ah, c'est pour ça que ces modèles-là, on les trouve pas chers du tout sur eBay. Je pense que même au Canada, on doit les trouver assez facilement. La Golden Gem, le Golden Rio aussi. C'est tout simplement que le type qui a racheté le stock, et on s'était questionné avec Stéphane à le racheter, bah, a tout vendu beaucoup trop vite et donc du coup les prix se sont écroulés. Et je sais pas trop ce qu'on aurait fait de ces 10 000 gemmes et les hologrammes si on avait acheté le stock. Peut-être qu'on en aurait fait des confitures, ouais, peut-être. peut-être. Est-ce que Mais il tu y avait as... aussi d'ailleurs, t'avais aussi du Visionaris dans ce stock-là. Il y en avait pas beaucoup, Ah ouais, je connais mais pas c'est quoi Visionaris. Visionaris, tu connais pas? Non, je connais pas. C'est une gamme Hasbro des années 80 où c'est des espèces de chevaliers avec un hologramme sur le torse Ok, et un oui, hologramme oui. Oui, 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 je me souviens de ce jouet-là, mais je me euh, souvenais pas du nom.
Et du coup, bah, les Visionaries, c'est relativement chaud à trouver en bon état. Et en plus, le stock qu'il y avait, c'était essentiellement les pièces les plus rares, donc des vaisseaux qui valent bien bien cher. Et ça, il n'y en avait pas beaucoup. Je pense qu'il n'y en avait pas plus d'une cinquantaine. Ah, écoute, tu m'apprends tellement de choses, j'adore ça. Fait que les gens que vous regardez justement cette discussion, Archeota, c'est ça, vous regardez ces vidéos, vous apprenez tous les jours quelque chose de nouveau. Ben, Ouais. j'essaye de me surprendre moi-même, tu vois, de trouver le petit truc que je savais pas encore. Et curieusement, presque 10 ans après les débuts, ça continue, quoi. Là maintenant, depuis que je suis passé à 2 vidéos par semaine, je pense pas qu'on atteindra les 100 vidéos sur l'année, puisque j'ai pris quand même quelques vacances. Mais on n'en sera pas loin. Et j'ai encore tellement de choses à raconter. C'est une période tellement riche et il y a tellement d'histoires qui sont dingues et que personne n'a encore partagé que c'est pas fini. Et puis bah, surtout, j'espère que ça vous plaira si vous connaissez pas encore et que ça vous plaît autant qu'à Luc si vous connaissez déjà. Si vous n'aimez pas, ne mettez pas de commentaires. Alors, on va conclure sur ça, mon ami. Merci beaucoup de participer à cette discussion, ça a été très Et intéressant. merci à toi, Luc. Je l'ai pas dit, mais je suis aussi un viewer de ta chaîne, un abonné de tes réseaux sociaux, et Ah c'est ouais, toujours un merci. plaisir de suivre tes différentes recherches sur des points parfois très précis, parfois bien larges. Enfin, je trouve que tu mènes très très bien ta barque et je te souhaite bien plus d'abonnés. Encore une fois, mettez la cloche, lâchez votre meilleur pouce bleu euh, et faites exploser les abonnés. Envoyez la chaîne de Luc à votre copain d'enfance, à votre beau-frère, à votre grand-mère, puisque moi j'ai été assez surpris aussi de découvrir que dans les abonnés de ma chaîne, j'avais aussi des personnes âgées Ah qui oui? s'étaient abonnées parce que ça leur rappelait des souvenirs de quand leurs enfants étaient petits. Eh bien, Et alors, si vous avez plus de 80 ans et que vous êtes abonné à Luc, dites-le nous dans les commentaires. On va ben, découvrir, on merci. sait pas. Mais merci beaucoup, Romain. Je suis vraiment honoré que tu suis ma chaîne. Ça me touche vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Mais écoute, le plaisir est pour moi. Continue à faire ce que tu fais. C'est la meilleure manière de me remercier. Je vous rappelle que tous les liens de la chaîne de Romain, Archéotoy, se retrouvent dans la description. Alors, sur ce, mes amis, n'oubliez pas une tonne de pouces bleus, de partager cette vidéo. Et sur ce, mes chers amis, soyez prudents et on se revoit très bientôt. Bye bye. N'oubliez pas que vous avez été les enfants.